Quelques mots pour terminer dans cette dernière vidéo, donc 5e vidéo, je crois, sur le renvoi préjudiciel, pour évoquer le fonctionnement concret de cette procédure. Eh bien, la procédure euh, préjudicielle diffère des autres procédures que l'on a vues jusqu'à maintenant, parce qu'il s'agit, je me répète ici, d'une procédure de juge à juge, c'est-à-dire d'une question d'un juge adressée au juge de l'Union qu'est la Cour de justice, étant précisé que le tribunal n'a pas à connaître, ne peut pas connaître des questions préjudicielles. C'est ici le monopole de la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles adressées par les juridictions nationales, quelle que soit d'ailleurs l'importance de ces juridictions, leur importance hiérarchique, donc qu'il s'agisse du tribunal d'instance de Morlaix ou de la Cour de cassation française, ce sera toujours la Cour de justice qui va répondre et pas le tribunal qui va lui apporter une réponse. Cette procédure ne prévoit pas de formalité particulière, enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus, si ce n'est que la demande doit répondre aux conditions générales posées par la Cour de justice que l'on a vues jusqu'à présent, notamment le fait que la question doit être pertinente, qu'elle doit avoir un lien avec le litige et que celui qui adresse ou l'organe qui adresse la question est bien une juridiction au sens dégagé par la Cour de justice et dans le cadre des différents critères qui ont été utilisés et qui sont utilisés par la Cour de justice pour déterminer de façon autonome s'il s'agit ou non d'un organe juridictionnel. La Cour de justice a par ailleurs la faculté, lorsqu'une question préjudicielle lui est adressée, de demander au juge national certains éclaircissements s'ils lui paraissent impérieux pour pouvoir donner, dans les termes les plus convenables, la réponse à la question préjudicielle qui lui a été posée. Les parties au litige au principal, c'est-à-dire les parties au litige de droit interne, les États membres, la Commission européenne ou encore le Conseil de l'Union européenne vont pouvoir alors formuler des observations dans le cadre de cette procédure. Ce n'est pas vraiment une procédure contradictoire ici. Les intervenants ne peuvent pas échanger entre eux des arguments, ils peuvent simplement formuler des observations à la Cour. Et ayez bien en tête que dans le cadre d'une question préjudicielle, la Cour ne vient pas ici résoudre le litige de droit interne, elle vient donner une réponse à la question qui lui a été posée par le juge national dans le cadre du litige qui justifie que ces intervenants évoqués n'échangent pas entre eux d'arguments. La procédure préjudicielle normale peut par ailleurs connaître certains aménagements dans des hypothèses bien précises. Tout d'abord, la Cour peut choisir d'opter ou peut opter pour une procédure dite simplifiée, dans le cadre de laquelle elle va statuer par ordonnance et se passer de certaines étapes de la procédure ordinaire, notamment si elle estime qu'une question qui lui est posée est identique à à une question qui lui a été précédemment adressée. La procédure peut par ailleurs être accélérée, c'est-à-dire menée par priorité par rapport aux autres procédures pendantes, c'est-à-dire en cours devant le juge de l'Union européenne, devant la Cour de justice, et elle va pouvoir, dans le cadre de cette procédure accélérée, trancher dans un délai de 2 à 4 mois, donc 2 à 4 mois, délai qui contraste avec les 15 mois de moyenne de réponse que prend la réponse à une question préjudicielle. Cette procédure accélérée ne peut intervenir que si le juge national en fait la demande et qu'il la motive au regard de l'urgence extraordinaire de l'affaire. Par exemple, si dans l'hypothèse par exemple où on aurait une question préjudicielle qui se combinerait avec une autre procédure de droit interne, procédure urgente. Ça a été le cas dans une affaire française, notamment où la question préjudicielle se combinait avec une QPC et devait être rendue dans le cadre d'une QPC, procédure de question prioritaire de constitutionnalité qui fait l'objet de délais réduits. Et donc dans ce cadre-là, la Cour a pu juger légitime de répondre de façon accélérée. Par ailleurs, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il existe une procédure dite d'urgence
dès lors que la question préjudicielle est posée par une juridiction qui tranche dans le cadre d'une affaire où une personne est détenue, notamment à titre provisoire. Alors dans ce cas, la Cour, parce que ici il est question de la liberté individuelle, de la détention d'une personne, va pouvoir alors statuer dans les plus brefs délais. C'est une procédure qui est assez rare. En pratique, il y a quelques cas par an de ce type, mais qui permet le rendu d'un arrêt dans un délai de 2 mois, voire même inférieur à 2 mois dans certains cas. Voilà pour la procédure. Alors enfin, pour terminer sur la question préjudicielle, quelle est l'autorité des arrêts qui sont rendus à titre préjudiciel? C'est un élément sur lequel les traités ne se prononcent pas très clairement. L'autorité des arrêts de la Cour a finalement été dégagée dans la jurisprudence de la Cour de justice elle-même. On peut ici dégager 3 éléments. Tout d'abord, dire que ce sont des arrêts qui ont un caractère obligatoire, ensuite qu'ils ont un caractère général et que ces arrêts peuvent éventuellement être rétroactifs dans certains cas. Caractère obligatoire parce que la Cour offre une réponse définitive au juge de renvoi et que cette réponse lie le juge qui a à connaître de cette question préjudicielle. C'est-à-dire que le juge interne ne peut pas poser une question à la Cour de justice en disant d'avance qu'il ne s'estime pas lié par la réponse qui va lui être donnée. Ça a été le cas notamment dans une affaire de 2015, l'affaire Goweiler, où la Cour constitutionnelle allemande semblait indiquer dans sa question qu'elle posait la question à titre préjudiciel par simple courtoisie finalement, parce qu'elle ne se sentait pas complètement liée par la réponse qui lui était donnée, et notamment que elle disait dans la Cour qu'une réponse déterminée ne serait pas nécessairement suivie par la Cour constitutionnelle allemande si la Cour venait notamment à trancher dans un sens donné s'agissant des pouvoirs, en l'occurrence de la Banque centrale européenne dans le cadre de la politique monétaire. Eh bien, la Cour ici répond dans l'arrêt Goweiler à titre préalable, répond à la juridiction allemande que sa réponse, la réponse donnée à titre préjudiciel, lie le juge interne et doit être ensuite suivie par les juges internes. Il en va ainsi, c'est une forme de coopération loyale entre les juges de l'État membre et la Cour de justice. Il y a une obligation de suivi, de se conformer à ce que dit la Cour à titre préjudiciel. Par ailleurs, la solution rendue à titre préjudiciel a une portée générale en ce sens qu'elle déborde en réalité le cadre du litige concret dans le cadre duquel la question préjudicielle a pu être soulevée. L'interprétation donnée par la Cour dans le cadre du renvoi préjudiciel va s'imposer aux autres juridictions de droit interne. Alors, ça a été notamment le cas dans un arrêt récent qui a donné lieu, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, un arrêt d'octobre 2018 qui a donné lieu à un recours en manquement contre la France. Le Conseil d'État se devait de suivre une jurisprudence dégagée par la Cour de justice dans le domaine fiscal à l'occasion de procédures de renvoi préjudiciel qui avaient été actionnées par d'autres juridictions de droit interne. Donc il y a une portée ici générale pour l'ensemble des juridictions de l'Union qui doivent se conformer à ce que dit la Cour dans le cadre de ces affaires préjudicielles données. Et puis, on a pu aussi dire que les arrêts préjudiciels avaient une portée rétroactive, avaient une vocation à s'appliquer aux situations passées, mais il est encore possible à la Cour de justice, pour des motifs de sécurité juridique, de moduler dans le temps l'effet de ces arrêts. S'agissant de la portée, j'ai oublié de mentionner un élément. Par exemple, quand la Cour considère qu'un acte de droit de l'Union est non valide, un acte de droit dérivé à l'occasion d'un renvoi préjudiciel, eh bien les institutions de l'Union, même s'il ne s'agit pas ici d'une annulation en bonne et due forme, les institutions de l'Union vont avoir obligation de ne plus appliquer cet acte déclaré
non valide au titre de la procédure du renvoi préjudiciel. Voilà, j'en ai terminé avec cette procédure. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Les éléments sont complexes. Donc si vous avez des questions sur cette procédure du renvoi préjudiciel, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis si ces questions sont nombreuses, je pourrais éventuellement faire une vidéo ultérieurement où je reprendrai l'ensemble de ces questions et les réponses qu'il y a lieu d'y donner. Voilà, à bientôt. Au revoir.